Bonjour à tous, bonsoir. Selon vos fuseaux horaires, on a deux orateurs d'ailleurs qui sont au Japon, un aux États-Unis, d'autres Congo-Kinshasa, Congo-Bukavu. Donc, on a aussi l'audience qui nous suit de partout. Donc, bonjour, bonsoir. Selon vos fuseaux horaires, bienvenue au dernier webinaire de l'année 2025. Et avant d'entrer dans le vif, dans les présentations, j'aimerais encore une fois de plus vous parler de l'ASJ. C'est quoi l'Académie de sciences pour les jeunes en RDC? Qui sommes-nous? Quelle est notre vision? Quelle est notre mission? Quelles sont les actions, encore le projet que nous faisons? En effet, l'ASJ, c'est l'Académie des sciences pour les jeunes en RDC. Et notre mission, c'est au fait de promouvoir la science, d'inspirer et aussi de reconnaître le jeune qui se démarque dans le domaine de la science. Et dans la promotion de la science, ce que nous faisons, c'est vraiment motiver les jeunes à choisir la science comme carrière de choix. Et avec ça, nous poussons vraiment la science comme un moteur de développement aussi pour la RDC. Et nous avons un comité qui a été élu l'année passée, dont je suis la présidente et j'ai un vice-président. Et nous avons la secrétaire qui est Madame Sephora, on a un secrétaire général adjoint, on a la trésorière, on a le professeur Christian qui est chargé de questions scientifiques, on a un conseiller juridique et aussi un conseiller dans les questions publiques. Et nous avons aussi des sous-commissions selon les différents projets que nous entreprenons. Alors, l'Académie des sciences avait été créée en 2019 et comment on sélectionne? On sélectionne les jeunes qui ont un doctorat et qui sont vraiment engagés dans la promotion de la science. Et donc, on avait commencé avec une dizaine des académiciens et le nombre maintenant a atteint une quarantaine. Et l'année passée, nous avons sélectionné à peu près 16 et cette année, encore une fois de plus, les meilleurs sont sélectionnés. Donc, vous reconnaissez sûrement certains visages qui vous sont familiers. Et ce que nous faisons, quelles sont les actions pour sensibiliser la science? Nous allons aussi dans les écoles, nous parlons de la science. Comme vous pouvez le voir ici, le prof Philippe Farage était à l'Institut Don Bosco et j'étais même moi-même allée à l'école Malaïka au sud-est de la République. Et nous faisons vraiment des sensibilisations. Vous pouvez aussi voir ici le prof Christian qui parle encore de la nanotechnologie, le prof Achille Bapolis qui parle de la santé mentale. Et vraiment, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser déjà à un jeune âge. Comme ça, les étudiants, les élèves n'auront pas peur d'opter au fait pour la science comme carrière de choix une fois qu'ils sont à l'université. Alors, vous devez savoir que notre académie regorge vraiment des excellents parmi les excellents. Comme vous pouvez le voir, par exemple, là, le docteur Hervé, en 2023, il avait réussi le prix du meilleur neurochirurgien en Afrique. Et le professeur Vivi, qui a reçu un prix de la Fondation Bayer comme vraiment une étoile montante dans la recherche clinique et ainsi que le prof Christian Kanga qui avait été reconnu comme membre de l'Académie mondiale de sciences et nous avons même le professeur Achille aussi qui a reçu un prix dans le domaine de la santé mentale. Et donc, quels sont vraiment les projets que nous réalisons? Nous avons les webinaires que vous suivez. Vous êtes déjà des participants très fidèles. Vous savez que nous avons des webinaires chaque mois. Il n'y a pas que ça, nous faisons aussi des campagnes d'assistante éditoriale où les chercheurs nous soumettent des manuscrits qu'ils veulent publier et nous le donnons à des reviewers qui sont experts dans le domaine pour aider au fait à raffiner encore ces manuscrits et aider les auteurs à pouvoir publier dans des revues de marque. Et voilà, nous avons les webinaires, les assistances, mais aussi nous faisons pas seulement ça, nous faisons aussi de la médiatisation. Nous rencontrons aussi des politiciens pour parler de la science et leur montrer vraiment que sans la science, il n'y aura pas vraiment le développement
de la RDC. Et aujourd'hui, nous encourageons les jeunes chercheurs qui, dans les années 2024-2025, ont eu à publier un article scientifique. Aujourd'hui, nous avons 5 chercheurs, dont une femme, qui vont présenter les résultats de leur recherche. Et merci beaucoup de bien vouloir les écouter aujourd'hui. Nous allons commencer avec, donc je vais arrêter mon micro. And share, and then stop sharing. Voilà, donc nous allons commencer avec, Aaron. Tu peux déjà partager ton écran. Nous allons commencer avec Monsieur Aaron Pambou, qui est actuellement doctorant au département de sciences alimentaires de la faculté de bioressources et de sciences de l'environnement de l'université préfectorale d'Ishikawa au Japon. Il est lauréat d'une bourse de la JICA, c'est l'Agence japonaise de coopération internationale, dans le cadre d'un programme qui est dédié aux objectifs de développement durable. Il est également assistant au département de biologie, donc mention sciences de la vie de la faculté de sciences et technologies de l'université de Kinshasa, où il effectue ses travaux au laboratoire d'analyse et de recherche sur l'alimentation et la nutrition. Il a une licence en sciences biologiques, option biologie moléculaire de l'université de Kinshasa et un master en biologie cellulaire et moléculaire de l'université Northeast Normal de la Chine. Ses travaux, ses projets de recherche portent sur l'application de la nanotechnologie via un traitement physique aux fibres alimentaires insolubles issues des légumes et des déchets industriels de fruits. L'objectif de ces recherches, c'est d'améliorer les propriétés physico-chimiques de ces fibres alimentaires et leur fonctionnalité pour contribuer à la prévention de maladies métaboliques telles que l'obésité et le diabète. Monsieur Aaron, vous avez la parole, donc vous avez 15 minutes. Ensuite, le prochain déjà se prépare, ça sera Jimmy. Voilà. Vous pouvez mettre en mode diapo et puis activer votre micro parce que vous êtes toujours en mute. Yeah. Voilà. Le micro, s'il vous plaît. Ok, Parfait. ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Je remercie l'ASJ pour l'opportunité qui nous accorde de présenter euh, nos recherches. Je présente une partie de mes recherches doctorales ici au Japon et ce travail a été publié en 2025. C'est intitulé Effet combiné de nanocellulose bactérienne et de l'inuline sur l'obésité et le microbiome intestinal chez les souris soumis à un régime gras. Ça fera partie de notre présentation. Nous allons donner le contexte, la méthodologie utilisée, les résultats et une conclusion. Je commencerai par ces deux phrases qui, pour certains, seront euh, vous avez déjà entendu parler de ces choses, mais ma présentation va beaucoup plus s'articuler sur ceci parce que euh, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu développeras, mais aussi que ton aliment soit ta seule médecine. Pourquoi? Parce que ce que nous mangeons contribue énormément à notre santé. Et tout au long de ce travail, nous allons montrer que une partie de notre alimentation, de nos aliments, qui sont des fibres, va jouer un rôle important dans notre santé. Alors, les modifications de notre alimentation durant ces dernières années est à l'origine de l'explosion ou du développement de plusieurs maladies métaboliques. Notre alimentation aujourd'hui est pauvre en fibres, riche en sucre, mais très pauvre en fibres alimentaires. Et des études ont montré que depuis 2010 jusqu'en 2024,
les taux de maladies métaboliques telles que les hypertensions, les diabètes et l'obésité ont sensiblement augmenté. Et ceci, non seulement dans les pays développés, mais également en Afrique. Parce que le tableau que nous avons ici montre des résultats d'une étude qui a été menée en Afrique subsaharienne. Et l'on pense que si on n'arrive pas à prendre au sérieux, à prendre des décisions qu'il faut par rapport à ceci, à changer nos habitudes alimentaires, ces données vont probablement doubler ou tripler d'ici 2045. Et les organisations de santé recommandent à ce que nous puissions consommer par jour 600 à 800 grammes de fruits et de légumes. Et ceci dans l'objectif de pouvoir combler ou apporter 25 à 38 grammes de fibres alimentaires. La question que l'on va se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'on doit apporter les fibres alimentaires dans notre alimentation. D'abord, il faut savoir que le fibre, il existe deux sortes de fibres. Il y a des fibres qui sont insolubles et des fibres qui sont solubles. Et les fibres vont jouer un rôle important dans le métabolisme. Premièrement, lorsque nous consommons des aliments qui contiennent suffisamment de fibres, ces fibres vont ralentir la digestion. Les fibres vont également augmenter la sensation de satiété. Ça signifie que quand nous mangeons des aliments qui sont enrichis ou riches en fibres, ça fait que nous puissions sentir comme si nous étions déjà full, nous étions déjà rassasiés et ça empêche à ce que l'on puisse avoir à manger encore plus. Donc, ça limite les apports caloriques. Mais quelle est l'importance métabolique des fibres alimentaires? Les fibres qui sont contenues dans nos fruits, dans nos légumes et dans beaucoup d'autres aliments sont des parties de l'aliment qui n'est pas digéré par les enzymes du système digestif de l'homme. Et ces fibres arrivent au niveau de l'intestin et au niveau de l'intestin, les fibres et les constituants des aliments qui n'ont pas été métabolisés par nos enzymes digestifs vont servir des aliments au microbiome, aux micro-organismes qui sont au niveau de l'intestin. Et ces micro-organismes au niveau de l'intestin vont dégrader les fibres. Et en dégradant les fibres, ils vont produire les acides gras à courte chaîne. Ils vont également produire les acides biliaires. Et en produisant des acides, en utilisant des acides biliaires, les micro-organismes au niveau du tube digestif vont également contribuer. C'est les produits qui vont générés lors de leur métabolisme vont contribuer au métabolisme de glucides et également au métabolisme de lipides. Et ceci nous montre l'importance alimentaire des fibres dans notre alimentation. Nous avons dit au début que notre étude a porté sur les nanocelluloses bactériens et l'uniline. Les nanocelluloses bactériens dans notre alimentation en Afrique, en République démocratique du Congo, n'est pas très populaire, mais en Asie, les nanocelluloses bactériens sont utilisés dans l'agroalimentaire. Ils sont utilisés pour améliorer la viscosité des yaourts. Ils sont utilisés comme les substituts des gras dans les pâtisseries. Ils sont utilisés dans beaucoup de produits alimentaires et sont également utilisés comme épaississants dans l'alimentation chez les Asiatiques. Cependant, l'uniline, par contre, qui est aujourd'hui considéré comme un prébiotique très important, il est un constituant important dans nos patates et même dans les pommes de terre. Dans les ignames, on peut également trouver l'iniline. Et ces deux fibres alimentaires sont reconnues pour leur rôle au niveau du tube digestif dans la santé du tube digestif, mais également dans la prévention de certaines maladies métaboliques.
nous nous sommes posé la question de savoir quelle serait l'importance ou l'avantage de combiner ces deux fibres, l'un qui est insoluble et l'autre qui est soluble. Si l'on combine les deux, qu'est-ce que l'on peut avoir comme résultat dans l'alimentation? L'objectif de cette étude était d'évaluer l'effet bénéfique des nanocelluloses bactériennes, de l'inuline, mais également de leur combinaison sur le profil d'obésité induit par un régime riche en graisse. Pourquoi nous avons choisi un régime riche en graisse? Au début, nous avons dit que la modification de nos habitudes alimentaires, aujourd'hui, nous consommons beaucoup des aliments qui sont riches en gras. Alors, nous avons cherché à comprendre si on incorpore des sources de fibres dans cette alimentation riche en gras, quelles seraient les conséquences? Comment est-ce que cela pourrait aider à prévenir ou à limiter les effets de l'obésité? Et ceci dans l'objectif de fournir des informations qui pourront permettre le développement, mais également d'interventions alimentaires efficaces dans la gestion de dysfonctionnements métaboliques, des maladies métaboliques comme l'obésité ou encore le diabète. Alors, pour cette étude, nous avons utilisé 4 groupes de rats. Un groupe qui était constitué d'un aliment riche en gras, parce que l'aliment de ces quatre groupes était riche en gras, mais un groupe n'a pas reçu des fibres alimentaires et les autres groupes, l'un a reçu la cellulose bactérienne, l'autre l'iniline et le quatrième groupe a reçu le mélange de tout. Et nous avons utilisé le rat de 4 semaines et par rapport à ça, en les soumettant à un régime alimentaire riche en gras et enrichi en fibres, nous avons évalué leur prise alimentaire, leur alimentation, leur prise de poids. Nous avons également analysé le séchum, nous avons analysé la tolérance au glucose qui nous a donné un peu l'indice glycémique de rats pendant cette session. Et à la fin, nous avons analysé le microbiome intestinal de rats. Nous avons également analysé les acides biliaires au niveau de sel. L'importance de l'analyse des acides biliaires au niveau des sels va faire en sorte que nous puissions comprendre comment est-ce que l'organisme qui est nourri avec les fibres alimentaires arrive à extraire les acides biliaires parce que les acides biliaires sont synthétisés à partir du cholestérol. Et si les acides biliaires sont excrétés de l'organisme, pour chercher l'équilibre de l'apport ou l'équilibre métabolique en acide biliaire, l'organisme va aller puiser au niveau des réserves de cholestérol pour fabriquer d'autres acides biliaires. Et nous verrons ici dans cette étude que en incorporant les fibres alimentaires, il y a également eu baisse de taux de cholestérol dans la circulation sanguine des rats qui ont été nourris. Comme résultat de cette étude, nous pouvons constater dans cette image que la supplémentation en aliments avec les fibres alimentaires a sensiblement contribué à la réduction du poids des animaux. Bien que pendant les 12 semaines de l'étude, nous avons observé une augmentation de poids de tous les animaux, y compris ceux qui ont reçu le fibre, mais les fibres ont aidé à réduire sensiblement cette prise de poids comparé au groupe qui n'a pas reçu les fibres alimentaires. Nous avons également analysé l'accumulation des graisses au niveau de certains tissus adipeux et nous avons constaté également que il y a eu peu d'accumulation de graisse au niveau de certains tissus adipeux, les IWAT et les SWAT, comparé au groupe qui n'a pas reçu les, les fibres alimentaires. Je disais tantôt que
Nous avons également fait des analyses au niveau de sang pour voir le taux de glucides au niveau de glucose au niveau de sang. Nous avons également analysé le cholestérol. Nous avons constaté que l'incorporation de fibres alimentaires, bactériocellulose, inulines et l'air mélange a contribué sensiblement à la réduction de sucre au niveau de la circulation sanguine et également contribué à la diminution de taux de cholestérol dans la circulation sanguine. Nous avons ici le LDL qui est sensiblement réduit par rapport aux trois fibres que nous avons utilisées et le cholestérol total également a été réduit et l'inuline a montré une réduction très importante de cholestérol total dans la circulation sanguine. Des études ont montré que la supplémentation des aliments avec les fibres alimentaires contribue également à l'amélioration du microbiome intestinal, qu'on appelle en anglais le gut microbiome. Et nous aussi, dans cette étude, nous avons essayé de comprendre comment est-ce que la supplémentation avec ces fibres alimentaires contribuerait à l'amélioration du microbiome intestinal chez les rats que nous suivons. Nous avons donc analysé l'indice de Shannon pour voir le alpha diversity au niveau de phylum. Et pour l'analyse de microbiome, nous avons plus analysé au niveau du phylum et au niveau du genre. Et l'indice de Shannon a montré une faible diversité au niveau du groupe inuline, mais cependant, l'analyse de Principal Component Analysis a montré une ségrégation ou une séparation entre le groupe qui ont reçu le fibres alimentaires et les groupes qui n'ont pas reçu de fibres alimentaires. Et on peut constater que le groupe mixte qui a reçu l'iniline et le bactériocellulose a montré une diversité qui est au milieu entre le bactériocellulose et l'iniline. Et au niveau du genre, nous avons également constaté une forte diversité au niveau des groupes qui ont reçu des fibres alimentaires comparés aux groupes qui n'ont pas reçu des fibres alimentaires. Et les groupes qui ont reçu des fibres alimentaires ont également montré une augmentation des bactéries qui contribuent à la production de short chain fatty acids, des acides gras à courte chaîne, mais également des bactéries qui contribuent au métabolisme des acides biliaires et ces bactéries ont contribué sensiblement à la prévention de la prise de poids ou à la prévention de phénotypes liés à l'obésité que nous avons constaté dans le groupe qui n'a pas reçu de fibres alimentaires. Cette présence des bactéries, je disais tantôt que elle a permis à ce que nous puissions avoir une augmentation de short chain fatty acids, des acides gras à courte chaîne que nous avons analysés. Et ces acides gras à courte chaîne qui ont été analysés sont les acides acétiques, les, euh, les butyriques et puis l'acide propionique. Pourquoi nous avons analysé ces acides? Parce que ces acides sont reconnus comme étant des molécules qui interviennent directement dans l'activation des récepteurs et des molécules qui interviennent dans le métabolisme des glucides. Et donc, l'augmentation de la production de short chain fatty acids contribuerait par ricochet à l'amélioration de métabolisme de lipides et de glucides.
des études ont montré que ces acides gras à courte chaîne vont activer une hormone au niveau intestinal qu'on appelle le GLP-1 et cette hormone va au niveau de liver, au niveau de l'estomac, va activer les récepteurs TG5 qui vont activer le gène qui contribue au métabolisme de glucides, mais également au métabolisme de, de lipides. Encore une minute, s'il OK? vous plaît, parce qu'on a... Et nous avons également analysé la sécrétion ou l'excrétion des acides biliaires. Et pour l'excrétion des acides biliaires, nous avons constaté que le bactériocellulose excrétait plus des acides biliaires que les autres. Et ceci grâce à sa viscosité parce que les analyses in vitro ont également montré une forte absorption des acides biliaires au niveau de la bactériocellulose. Alors, dans notre étude, la cellulose bactérienne et l'inuline ont permis de réduire la prise de poids et l'accumulation des graisses et également améliorer le contrôle de la glycémie. Ces effets euh, ont favorisé la production de bonnes bactéries, mais également contribué à la réduction de poids. Comme message, nous pouvons dire que les fibres alimentaires peuvent aider à améliorer à lutter contre les maladies métaboliques. Il est important de promouvoir leur consommation, mais également encourager les industries agroalimentaires, plus surtout les boulangers, à enrichir leurs produits avec les sources de fibres. Étant donné que le temps nous est limité, vous avez nos contacts ici, vous pouvez nous contacter. Et ça, ce sont les publications que nous avons faites en rapport avec cette étude. Merci pour votre attention. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'applaudis de mon côté. Très belle présentation en tout cas et vraiment très instructive. On voit vraiment que les fibres alimentaires peuvent nous aider à réduire l'accumulation des graisses et lutter vraiment contre l'obésité et la prise de poids. Vraiment, merci pour cette brillante présentation et pour cette information. Vraiment, well done. Nous allons passer par le second orateur, c'est Jimmy Kabea. S'il vous plaît, respectez le 15 minutes. Nous avons 5 orateurs aujourd'hui, donc vous pouvez déjà partager votre écran. Donc, Jimmy Kabea, il est pharmacien. Il est là, j'espère. Bien. Jimmy, il est là ou il n'est pas là? S'il n'est pas là, je passe à une autre personne. Je pense qu'il n'est pas là pour l'instant, ou bien? Bonjour, OK. bonjour à tous. Donc, il faut déjà partager l'écran. Je disais Ok, que Jimmy si. Kabea est pharmacien et chercheur à l'Université de Kinshasa, faculté de sciences pharmaceutiques, où il exerce la fonction de chef de travaux. Il est doctorant au département de chimie à l'Université Rhodes en Afrique du Sud et ses travaux de recherche sont à l'intersection de la chimie médicinale, la pharmacognosie et la nanotechnologie. La thématique générale de recherche se focalise sur la lutte contre la résistance antimicrobienne en utilisant les opportunités qu'offre le domaine de la nanotechnologie. Vous avez la parole, vous avez 15 minutes, s'il vous plaît. À vous la parole. Merci beaucoup, professeur. Effectivement, moi, je m'appelle Jimmy Kabea et aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers résultats de nos recherches que nous avons menées à une partie à l'Université de Kinshasa et une grande partie à l'Université de Rhodes en Afrique du Sud. Et le titre de notre sujet, c'est Antimicrobial Capping Agent on Silver Nanoparticle made via Green Method Using Natural Products from Banana Plant Waste. C'est un article que nous avons publié en début de cette année et voici les plans à côté de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ma présentation, je la commence par une problématique majeure dans notre monde actuellement, c'est la résistance aux antimicrobiens. C'est une menace mondiale aujourd'hui. Malgré la mobilisation de l'OMS,
ces fléaux, ces fléaux continuent à augmenter et nous continuons à regretter le nombre de victimes. Une prédiction d'une organisation londonienne, donc de Londres, a montré que si rien n'est fait, serait d'ici 2050, le nombre de décès pourrait être estimé à plus de 50 millions de décès par an si rien n'est fait. L'OMS lance un cri d'alarme à tous les chercheurs pour faire la recherche sur de nouveaux médicaments anti-infectieux. Les recherches traditionnelles de découverte et de développement de molécules n'arrivent pas toujours à contenir totalement ces fléaux parce que c'est un processus long, fastidieux pour arriver à mettre en place les nouveaux médicaments anti-infectieux. Par exemple, pour les antibiotiques, la dernière classe des antibiotiques a été découverte dans les années 1980. C'est des produits ici, la linezolide et les daptomycines. Tous les autres antibiotiques que nous avons maintenant sont des combinaisons entre des antibiotiques qui existent déjà, on les combine, on fait des associations. Mais une nouvelle classe, ça date des années 1980. Différentes technologies sont exploitées afin d'optimiser la découverte des médicaments. Aujourd'hui, nous avons la biologie moléculaire, les méthodes in silico et les nanotechnologies qui sont en réponse à cette demande de l'OMS pour arriver à découvrir de nouveaux médicaments anti-infectieux afin de répondre ou de contenir ces problèmes de résistance aux antimicrobiens. Pour nous, les nanotechnologies ont attiré notre particulière attention, particulièrement les nanotechnologies qui exploitent les nanoparticules métalliques biogéniques, c'est-à-dire des nanoparticules métalliques qui sont obtenues en utilisant des extraits des plantes. Pourquoi? Parce que la littérature a montré que lorsque les nanoparticules métalliques sont synthétisées en utilisant des plantes, les nanoparticules métalliques obtenues, notamment les nanoparticules métalliques à propriétés antibactériennes comme l'argent, le cuivre, les autres, les zinc, les nanoparticules qui sont obtenues ont des effets plus prononcés, des propriétés biologiques plus prononcées que lorsque les nanoparticules métalliques sont synthétisées en utilisant d'autres voies, notamment les voies physiques ou les voies chimiques. Je donne cet exemple, par exemple, on a utilisé différentes plantes ici en synthétisant un seul nanoparticule qui est l'argent. On utilise différentes plantes et l'argent exprime différentes propriétés biologiques. Et la grande classe de chercheurs conclut que les plantes qui sont utilisées pour faire la synthèse des nanoparticules se fixeraient sur la surface des nanoparticules et ajouteraient ou potentialiseraient les propriétés biologiques que manifestent les nanoparticules d'argent. Malheureusement, en tout cas à notre connaissance, aucune étude sérieuse, selon nos connaissances, a été menée pour confirmer cette affirmation et identifier ces différentes phytocomposés autour de nanoparticules. Tous les auteurs disent que ces phytocomposés pourraient peut-être se fixer sur la surface des nanoparticules. Voilà pourquoi, dans la quête de la recherche des molécules à propriété antibactérienne, nous nous sommes dit, est-ce que nous ne pouvons pas rechercher, utiliser cette voie pour identifier, si c'est possible, les phytocomposés autour des nanoparticules.
Et voilà ce que nous avons pu faire. Nous avons utilisé comme matériel des déchets des bananiers, ça veut dire que les bananiers, après avoir cueilli les bananes, tous ces déchets qui restent, on les a utilisés comme matériel bioréducteur. Et ça nous a permis de faire la synthèse des nanoparticules d'argent. Et nous sommes partis sur cette démarche. Donc, on a pris les extraits des végétaux, on les a associés avec les solutions métalliques, notamment l'argent que nous avons utilisé. Et puis, on a fait des mélanges, on a obtenu les nanoparticules d'argent. Alors, vu que toute la littérature disait qu'il y a des phytocomposés qui se fixent autour de l'argent, nous nous sommes dit, nous allons, nous, en tant que, avec la casquette des pharmacognostes, nous nous sommes dit, nous allons tenter d'extraire ces substances autour de nos particules métalliques et nous allons tenter de les identifier. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes partis. Et comme résultat, nous avons pu synthétiser les nanoparticules d'argent. Ces deux images montrent bien la réaction de synthèse. Ça veut dire que nous avons mélangé la solution métallique d'argent et les extraits des plantes des bananiers. Nous avons utilisé les racines, non pas les racines, les tiges ou les troncs, les feuilles. Et l'autre image qui est noire confirme que la réaction a été optimale parce que la coloration a changé. Selon la littérature, ces changements de coloration signifient que nous avons pu synthétiser les nanoparticules. Et pour confirmer ça, nous avons pu faire la caractérisation physico-chimique, notamment la spectrométrie UV, qui nous a confirmé en nous disant qu'effectivement, vous aviez synthétisé les nanoparticules. Nous avons utilisé la microscopie, la TEM, la microscopie électronique, qui nous a confirmé aussi que nous avons synthétisé les nanoparticules. Et comme je disais que nous avons cherché à extraire la couche organique sur la surface des nanoparticules métalliques pour les identifier si c'était quoi. Et c'est là dans un objectif de faire la bioprospection, dans l'objectif de découvrir, pourquoi pas dire, des nouvelles molécules antibactériennes. En plus de la UV, nous avons fait la microscopie électronique. Je m'arrête un peu ça pour vous le montrer. Des images montrent les nanoparticules d'argent avant l'extraction. Nous avons utilisé des solvants organiques pour extraire le biocomposé sur la surface des nanoparticules. Et la deuxième image montre les mêmes nanoparticules avant et après. Je ne pense pas bien que vous allez le voir, mais regardez en bas, souris. En bas, le tableau là le montre bien en termes de taille. Le premier, AGMPL et AGMPL-UN. Si on regarde, le MPL veut dire Moussa paradisiaca lift. Donc, le feuille de Moussa paradisiaca. Et en bas, UN veut dire uncapped, donc extrait. C'est les nanoparticules dont on a extrait la couche organique. Quand vous regardez la taille a diminué. Le premier nanoparticule, c'est 11,71 à 25,65 nanomètres. Lorsqu'on a extrait la couche, la taille a réduit de 8,58 à 20,13. Donc, qui nous confirme que nous avons pu extraire la couche organique des nanoparticules, la couche organique des nanoparticules. Et cette couche organique, qu'est-ce que nous en avons fait? Parce que cette couche organique, qui, dans la littérature, a démontré augmenter des propriétés biologiques, notamment des propriétés antimicrobiennes sur les nanoparticules. Nous avons identifié cela en termes de grands groupes phytochimiques. Nous avons identifié les anthocyanes, les coumarines, les terpénoïdes et les flavonoïdes. Si vous regardez très bien notre tableau, là où j'ai encerclé, nous avons pu identifier ces grands groupes phytochimiques dans la couche organique de nos nanoparticules, de nos extraits organiques que nous avons enlevés des nanoparticules. Ce qui confirme effectivement, c'est que les chercheurs dans la littérature disaient que ça pourrait, pendant la synthèse, les biocomposés pourraient se fixer autour des nanoparticules.
nous avons pu démontrer exactement, en faisant cette extraction et en faisant l'identification des grands groupes composés, nous avons pu démontrer qu'effectivement, il y a des composés bioorganiques qui se fixent autour des nanoparticules. Qu'est-ce que nous avons fait de plus? Comme je l'ai dit, notre thématique générale, c'est de chercher de nouveaux composés à propriétés antimicrobiennes. Nous avons fait une analyse des activités antimicrobiennes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les nanoparticules métalliques que nous avons synthétisées en utilisant des extraits de plantes. Sur les tableaux, vous pouvez le voir, prenons juste une seule figure. La première, la première figure, c'est les nanoparticules d'argent intactes. Sorry. En rouge, c'est les nanoparticules plutôt avant l'extraction. Avant les images verte, bleu, rouge et l'autre avec des grilles à l'intérieur. Le vert, c'est l'extrait des plantes qui a été utilisé pour synthétiser les nanoparticules. En bleu, c'est l'extrait organique que nous avons retiré des nanoparticules métalliques, des nanoparticules d'argent. En rouge, c'est les nanoparticules intactes, donc sans extraction de la couche organique. Et en noir, voilà, c'est les nanoparticules extraites de la couche organique. Ces tableaux-là, c'est une activité, c'est l'activité sur les Staphylococcus aureus. Regardez les MIC, les CMI, concentration minimale inhibitrice. Si vous regardez les couleurs bleues, vous allez voir, les couleurs bleues, c'est l'extrait organique que nous avons retiré des nanoparticules métalliques. Ils ont exprimé une activité. Déjà, la première, là, on a vu une concentration minimale inhibitrice très réduite qui montre que la couche organique a aussi des activités plus marquées, des activités antimicrobiennes plus marquées sur, les souches bactériennes. Donc, cela confirme encore ce que la littérature disait, que les phytocomposés pourraient se fixer sur les nanoparticules d'argent et contribuer positivement à la propriété antibactérienne. Très intéressant pour nous parce que, en termes de conclusion, je dirais que grâce à nos recherches, nous avons pu démontrer effectivement que les nanoparticules métalliques fixent les phytocomposés sur leur surface et contribuent significativement aux propriétés biologiques de ces derniers. Nous avons pu identifier ces grands groupes phytochimiques. Les résultats ont démontré plutôt les grands groupes phytochimiques comme les flavonoïdes, les anthocyanes, les terpénoïdes. Et en termes de message, ce grand travail nous a permis d'ouvrir d'autres voies de recherche, notamment la bioprospection des substances bioactives. Ma grande thématique, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de rechercher si nous pouvons identifier de nouvelles molécules à propriété antimicrobienne. D'autre part, ce travail, comme je l'ai dit, nous avons utilisé comme matériel bioréducteur des déchets des plantes. Nous pensons qu'avec nos recherches ici, nous avons contribué significativement à la protection de l'environnement. Nous savons tous que lorsque les bananiers sont mûrs, dès qu'on enlève les fruits des bananiers, toutes les plantes là sont coupées. Je vous l'avais vu dans le matériel. Tout ça s'est coupé et ça détruit l'environnement. Pas détruit, mais ça reste dans l'environnement et ce sont des déchets, des tonnes et des tonnes de déchets. Nos travaux pourraient contribuer à l'assainissement de l'environnement si aujourd'hui, nous tous, nous voulons s'y mettre massivement pour utiliser ces déchets des bananiers pour la synthèse des nanoparticules et la recherche des produits antimicrobiens. Ces résultats peuvent contribuer d'une certaine manière à la protection de l'environnement. Nos premiers résultats de recherche ont aussi été intéressants
dans la communauté scientifique. Cela nous l'a prouvé. Nous avons utilisé une technique que le prof Christian Kanga nous avait démontrée en regardant nos deux articles que nous avons publiés. Une en 2019, cet article ici. Depuis 2019 jusqu'en 2025, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 4 citations. Alors que cet article que nous avons publié en 2025, aujourd'hui, nous sommes à 12 citations. Nous sommes dit, nous avons un peu contribué significativement dans la recherche scientifique. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Jimmy pour cette brillante présentation sur les déchets de banane comme agent antimicrobien. En tout cas, brillante présentation. Nous allons passer à la troisième oratrice, une dame, la seule dame entre les hommes. C'est au tour de Lise Makwela. Vous pouvez déjà partager votre écran pendant le temps que je vous présente au public. Alors, qui est Lise Makwela? C'est une jeune chercheuse congolaise qui a une licence en biologie, option biologie moléculaire de la faculté de sciences et technologies de l'université de Kinshasa, où elle a achevé avec la mention grande distinction. Et durant sa licence, elle a été lauréate des grants de recherche de la Fondation Olga Pullman et de plusieurs bourses d'études telles que la bourse Bevy Conrad. Elle est également co-autrice de plusieurs articles scientifiques. Elle a bénéficié de plusieurs formations complémentaires en recherche scientifique, en épidémiologie nutritionnelle et en changement climatique. Elle est présentement assistante au département de nutrition et sécurité alimentaire de l'École de santé publique de Kinshasa et elle est chercheuse au laboratoire de biologie moléculaire et biochimie appliquée Bicholaz Lab. Elle se spécialise présentement en sécurité alimentaire. Elle a fait son master à l'Université d'Hiroshima au Japon, où ses travaux portent sur la sécurité alimentaire et les maladies d'origine alimentaire. Vous avez 15 minutes, s'il vous plaît. On a encore 2 qui nous restent, donc vous avez la parole. Merci. Merci pour la parole. On fait m'entendre? Merci pour la parole accordée. Aujourd'hui, vous êtes Madame la modératrice ou Madame la présidente? Aujourd'hui, je suis la modératrice. Ok, de prime abord, je me sens honorée de m'adresser à un auditoire des chercheurs brillants et des professeurs éminents. Cette opportunité est à la fois motivante et humblement intimidante. Et je remercie chaleureusement l'Académie pour la confiance accordée à la jeune génération de chercheurs congolais. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous présenter notre étude sur l'évaluation synergique des activités antioxydantes et antibactériennes de 3 plantes médicinales utilisées à Kinshasa, Ocimum gratissimum, Tetradenia riparia et Dysphania ambrosoides. Voici comment se présente notre plan. Et avant d'entrer dans le détail de notre approche scientifique, il est important de comprendre le contexte sanitaire global qui rend cette recherche particulièrement pertinente. Il n'est sans ignorer que les maladies infectieuses restent parmi les principales causes de mortalité et donc constituent un problème de santé publique. Elles représentent encore des millions de décès chaque année et notamment dans les pays en voie de développement. Les statistiques récentes rapportent que... désolée, il y a un problème. Les statistiques récentes... Désolée, je crois que j'ai perdu... On sait voir mon écran, voilà. Oui, on sait voir. Ah, ok, merci. Merci. Les statistiques récentes rapportent qu'environ 17 millions de décès par an sont causés par les maladies infectieuses et elles sont responsables d'environ 56% de la mortalité totale en Afrique. Et parlant de l'Afrique, les 5 principales causes des décès infectieuses sont les infections respiratoires aiguës, les VIH-Sida, les maladies diarrhéiques, les paludismes et la tuberculose. En ce qui concerne les maladies respiratoires aiguës, elles constituent la 6e cause de mortalité, tout âge confondu, et la première cause des décès chez les enfants de moins de 5 ans, responsable d'environ 3,9 millions de décès annuels. Et il a été rapporté que 90% de décès pédiatriques causés par les infections respiratoires aiguës surviennent dans les pays à faible revenu, ce qui constitue 30 à 20% fois plus de mortalité que dans les pays développés.
Et parmi ces infections respiratoires aiguës, la pneumonie se présente comme la première cause de mortalité infectieuse, de mortalité infantile. La vaccination, c'est là, la vaccination se présente non seulement comme un outil de prévention, mais il pourrait aussi réduire l'usage des antibiotiques. Cependant, les coûts élevés et l'inaccessibilité de la vaccination restent un challenge. Et de son côté, l'antibiothérapie, bien que cruciale pour la gestion des infections bactériennes, est aujourd'hui gravement menacée par l'antibiorésistance. L'OMS rapporte qu'une infection bactérienne sur 6 est désormais résistante aux antibiotiques classiques. Cette résistance en os dans toutes les régions du monde est particulièrement sévère en Afrique, où il a été rapporté qu'il y a certains agents pathogènes qui présentent de taux de résistance dépassant 70%. Ceci est alarmant puisque jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas de nouvelles classes d'antibiotiques qui ont été formulées depuis plus de 30 ans, je crois que les CT s'est largement étalé là-dessus. Alors, tous ces problèmes réunis constituent de plus en plus une complication dans les traitements de maladies infectieuses et donc conduit à l'augmentation de la mortalité. Face aux limites de l'antibiothérapie moderne et considérant la longue tradition médicinale ancestrale, en Afrique, les plantes médicinales offrent une alternative potentielle et complémentaire. Nous sommes tous familiers avec les 80% de la population qui utilise les plantes médicinales traditionnelles pour se soigner. Ceci a été rapporté par plusieurs études ethnobotaniques. Et ces choix est motivé très souvent par l'accessibilité de ces plantes, le faible coût et la connaissance qui est traditionnelle et gratuite, qui se transmet de génération en génération. Mais encore, il a été rapporté, ou bien il a été démontré que 25% des médicaments pharmaceutiques d'origine de la pharmacopée moderne sont d'origine végétale. Et ceci donc confirme que la médecine traditionnelle est une source ou même une réserve de nouvelles molécules pharmaceutiques. Étant donné que nos plantes ont été largement étudiées et rapportées par la littérature et précédemment objet d'une étude ethnobotanique, nous nous sommes posé la question de savoir si, bien qu'étant étudiées individuellement, si leurs associations pourraient améliorer leur activité biologique, notamment les activités antioxydantes et antibactériennes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, notre étude fait suite à une étude qui a été faite en 2020, qui a été publiée en 2020, Menga et al. 2020. Et donc, nous avons récolté nos plantes dans la même zone d'étude. Voici les associations qui ont été faites. Nous avons associé Ocimum et Tetradenia, Ocimum gratissimum et Tetradenia riparia, Ocimum gratissimum et Dysphania ambrosoides, Tetradenia riparia et Dysphania ambrosoides. Nous avons fait l'association de ces trois plantes et nos souches bactériennes pour tester l'activité antimicrobienne nous ont été fournies par le laboratoire La Comida. Et comme méthodologie, la méthodologie a consisté à un aspect ethnobotanique qui consistait à une collecte de plantes, à l'identification botanique et puis le stockage, et à un aspect assez phytochimique qui consistait à l'analyse chimique, criblage phytochimique pour identifier les différentes classes moléculaires et puis les différentes chromatographies pour identifier les composés spécifiques, mais encore aux tests des activités biologiques, notamment l'activité antioxydante et antibactérienne. OK, passons aux résultats. En ce qui concerne les résultats, les criblages qualitatifs a montré que les trois plantes étudiées contiennent des alcaloïdes, des flavonoïdes, des saponides, des iridoïdes et des anthracinones. Et les autres découvertes ont été que les terpènes n'étaient présents que dans Ocimum gratissimum et Tetradenia riparia et les coumarines n'ont été présentes que dans Ocimum gratissimum. Ces classes de composés sont associées à des effets antibactériens, antioxydants et anti-inflammatoires. Et en ce qui concerne le dosage quantitatif, il a été montré qu'il y a eu une certaine variation
dans la quantité des différentes classes dans les différentes plantes. Et le Tetradenea riparia représente le plus haut de contenu phénolique, tandis que Ocimum gratissimum a représenté la teneur en flavonoïdes la plus élevée. Ces profils moléculaires prédisposent donc Ocimum gratissimum et Tetradenea riparia à une forte activité antioxydante. En ce qui concerne la chromatographie ultra performante à tandem avec spectrométrie de masse, elle nous a permis d'identifier des métabolites connus pour leurs propriétés biologiques, notamment les acides rosmariniques, la pigénine, les camphérétrines, camphérols. Et ces composés ont été rapportés comme étant de puissants antioxydants, des bons piégeurs de radicaux libres et des inhibiteurs enzymatiques chez les bactéries. Pour les tests, pour l'activité antioxydante, les tests Audi PPH nous a démontré que nos extraits de décoction présentaient un pouvoir antioxydant plus élevé. Et pour les décoctions, Ocimum gratissimum a montré une meilleure activité suivie des Tetradenea riparia, tandis que Dysphania ambrosoides a une activité nettement moins bonne. Le potentiel antioxydant des extraits de Ocimum gratissimum Tetradenea riparia est corrélé à leur teneur plus élevée en flavonoïdes que nous avons présenté précédemment. Et en ce qui concerne l'activité antibactérienne, les extraits de percola obtenus par percolation se sont montrés plus puissantes que les décoctions. Et leur CMI a été et aussi elles ont été plus efficaces sur le Staphylococcus aureus que sur Escherichia coli ou Pseudomonas aeruginosa. Ok. Et nous avons aussi remarqué que, si nous remarquons bien, la combinaison d'Ocimum gratissimum et Tetradenea riparia a montré la plus grande CMI, qu'elle se soit dans le percola avec 250 microgrammes par millilitre que dans les décoctés avec 1000 microgrammes par millilitre, qui bien entendu n'est pas une aussi bonne activité que 250 microgrammes par millilitre. Et bon, nous pouvons dire que la diversité de composés présents dans chaque extrait entraîne des interactions variées, probablement dues à différents mécanismes d'action. Et pour l'indice des combinaisons antioxydantes, a été déterminé par un isobologramme qui nous a permis de déterminer que la seule combinaison qui a montré une activité antioxydante synergique était la combinaison de Ocimum gratissimum et Tetradenea riparia avec une valeur de 0,57. Cette synergie peut être attribuée à la présence des terpènes dans Ocimum gratissimum et Tetradenea riparia, étant donné que les terpènes sont rapportés comme étant des bons antioxydants, et pourrait aussi être attribuée à une formation des complexes intermoléculaires stables entre les antioxydants, augmentant leur activité antioxydante collective. En ce qui concerne l'activité antibactérienne, la synergie de l'activité antibactérienne, aucune interaction fortement synergique n'a été rapportée. La combinaison d'Ocimum gratissimum et Tetradenea riparia a présenté un effet additif. Cela veut dire que la combinaison améliore légèrement l'activité antibactérienne l'activité antibactérienne de nos extraits. Voilà. Et les autres combinaisons, quant à elles, sont plutôt avérées être indifférents, mais nous avons constaté qu'il n'y a eu aucun effet antagonisme détecté. En conclusion, ce que nous pouvons retenir comme point clé, c'est qu'aucune interaction synergique forte a été observée, et puis l'association percola de Ocimum Tetradenea a amélioré légèrement l'effet antibactérien. En conclusion, cette étude valide scientifiquement le plan traditionnel utilisé à Kinshasa, en particulier Ocimum gratissimum et Tetradenea riparia, qui sont de puissantes sources, qui sont avérées être de puissantes sources d'antioxydants naturels, des composés antimicrobiens naturels, présentant des interactions synergiques et additives.
Et les différents mélanges de plantes, plus précisément Simum graticide, ont présenté une synergie antioxydante et un effet antibactérien additif, soutenant leur application potentielle dans les domaines pharmaceutiques, nutraceutiques et dans la conservation des aliments. Comme message clé, notre étude confirme que la prise en compte des associations de certaines plantes dans les formulations pharmaceutiques pourrait conduire à la formulation des thérapies adjuvantes. Donc, pourra ainsi optimiser l'activité biologique et représenter une solution potentielle dans la lutte contre les résistances antibiotiques. Je ne pourrais pas finir mon mot sans remercier la Fondation Holger Polman qui m'a octroyé le grant qui m'a permis de faire cette étude, mais aussi les différents labos par lesquels je suis passée. Je suis passée par le labo CESNOV et Krenapen, les labos du professeur Christian Kanga, et aussi remercier l'université de Tshwane University en Afrique du Sud, plus précisément le docteur Sephora, qui nous a permis de faire nos analyses de chromatographie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. On voit ici que la combinaison de plantes peut avoir un effet synergique ou additif contre les radicaux libres ou encore contre les bactéries. Nous allons passer directement au prochain orateur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Monsieur Adam, s'il peut déjà partager son écran. Adam Chebindu, qui est ingénieur biomédical, entrepreneur et penseur du leadership. Il est engagé dans la création des technologies et des cadres intellectuels au service du développement humain durable. Il est fondateur et CEO de Bora Technologies, une entreprise d'innovation qui réunit des ingénieurs et scientifiques pour développer des systèmes intelligents à l'intersection de la microfluidique, du machine learning, de business intelligence et de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Ses travaux de recherche, présentement à l'Université du Texas à Dallas, portent sur les interactions neuro-humaines à travers les développements de plateformes microfluidiques programmables permettant d'étudier la communication entre les microglies et les astrocytes dans des contextes de neuroinflammation. Il est titulaire d'un doctorat en génie biomédical et d'un MBA de l'Université du Texas à Dallas, ainsi que d'un master et un baccalauréat en génie mécanique de l'Université du Texas Tech. Il est également directeur du Centre de recherche interdisciplinaire pour les pays des Grands Lacs, un think tank dédié à la production de recherches interdisciplinaires de haut niveau visant à éclairer les politiques publiques, promouvoir la paix et soutenir le développement intégral dans la région des Grands Lacs africains. En parallèle, il anime un podcast. Il a plusieurs fonctions. Il anime un podcast, Unbounded Growth, une plateforme de réflexion consacrée au leadership, à la croissance personnelle et à la responsabilité morale des leaders. Sous sa direction, Bora Technologies a également lancé Dada Bora AI, une intelligence artificielle conversationnelle décrite comme la grande sœur que vous auriez aimé avoir, conçu pour guider, éduquer et inspirer avec bienveillance. Donc, vous avez 15 minutes et en même temps, des orateurs qui ont déjà présenté, donc Lise, Aaron et Jimmy, peuvent déjà répondre à certaines questions dans le chat. Comme ça, nous gagnons en temps. Donc, nous avons Adam maintenant qui a 15 minutes et ensuite, on aura Arnold comme notre dernier orateur. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est ma toute première fois de faire une présentation scientifique en français. Je ne l'ai jamais fait, donc j'ai tout appris en anglais. En tout cas, c'est la toute première fois. Alors, un peu de patience avec moi. Quand j'étais en train de traduire tous ces mots, c'était en tout cas un peu compliqué. Alors, je vais essayer de faire un enseignement, d'introduire un peu mon domaine de recherche parce que c'est un domaine qui est un domaine émergent, le domaine des microfluides. Alors, dans ces recherches, ces travaux ont été publiés l'année passée dans Nature Microsystems and Nanoengineering. Donc, c'est quelque chose, si vous cherchez mon nom, Adam Chebindu, vous pouvez trouver les travaux en question. C'est une plateforme microfluidique programmable pour surveiller la dynamique du calcium dans les microglies
lors de l'inflammation. La présentation a déjà été faite, juste le conflit d'intérêts avec Bora Technologies. Donc, la plupart de mes travaux comptent aussi pour le développement des technologies à Bora Technologies. Je vais parler un peu du concept de la neurodégénérescence. Je crois beaucoup d'entre nous, soit il y a quelques gens d'entre nous qui ont souffert de COVID-19. Il y a quelque chose qui était fascinant pour moi, ou soit quelque chose qui a soulevé ma curiosité, que les gens qui souffraient de COVID avaient des problèmes à sentir ou des problèmes à écouter ou des problèmes à goûter. Et cela m'a fait penser, parce que j'étais ingénieur, je travaille comme ingénieur, mais cela m'a fait penser un peu à la biologie ou soit à l'anatomie du cerveau, parce que je n'ai pas compris comment une maladie qui affecte le poumon pouvait directement affecter le cerveau, parce que sentir, écouter ou soit goûter, c'est le cerveau directement. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé que plus de 30% des patients atteints de COVID-19 ont présenté des symptômes neurologiques. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le virus ou soit c'est le feu qui déclenche dans le cerveau? À part ça, les maladies neurodégénératives augmentent. Donc, et l'un d'entre eux, le plus grand, c'est Alzheimer's. Plusieurs personnes connaissent Alzheimer parce que c'est décrit avec un certain délire. Alors, la question, c'est de savoir quel est le lien, quelle est la connexion entre COVID-19 et Alzheimer's. La réponse la plus claire sur cette connexion, c'est la neuroinflammation. C'est quoi la neuroinflammation? La neuroinflammation, c'est la réponse immunitaire du cerveau face à une blessure, à une infection ou à une maladie. Elle joue un rôle clé dans de nombreuses affections neurodégénératives comme l'Alzheimer's, Parkinson, le délire lié au COVID, la douleur chronique qu'on sort. En soi, la neuroinflammation, c'est une bonne chose. Par exemple, pour les gens qui sont au Japon, par exemple, vous avez une journée très chargée et que vous êtes fatigué. Souvent, la raison pour laquelle vous vous sentez fatigué, c'est parce que le cerveau a travaillé et il y a une certaine inflammation qui s'est faite. Et tout ce que vous devez faire, c'est juste vous reposer et le matin, vous vous réveillez et tout marche encore bien. Mais en cas de maladie, il y a des réponses neuroinflammatoires aiguës ou soit soutenues ou soit prolongées. Et cela entraîne des conséquences négatives, entre autres la fibrose. Et à fin de compte, il y a des résultats neurotoxiques et neurodégénératifs qui s'en suivent. Alors, comment ceci s'est fait? Jusque maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la transition entre une inflammation, une neuroinflammation normale et une neuroinflammation chronique. Et comment ça s'est fait pour que cette transition puisse arriver? Alors, mes recherches et mes travaux essayent un peu de donner une lumière sur ces points. Alors, quelque chose à apprendre. Premièrement, il y a deux groupes de cellules dans le cerveau qui sont des agents de neuroinflammation. Il y a les astrocytes et puis il y a les microglies. Alors, pour cette présentation, je vais me focaliser beaucoup plus sur les microglies. Les interactions entre ces deux groupes de cellules définissent la physiologie en termes de la neuroinflammation, donc même des douleurs chroniques ou soit Alzheimer's et Parkinson et consorts. Alors, ces cellules, premièrement, sont activées par des marqueurs inflammatoires, notamment les interleukines 1 bêta, interleukine 6 et plusieurs autres molécules qui activent les cellules immunitaires dans le cerveau. Alors, comprendre ou soit connaître la communication entre les microglies et les astrocytes nous permettant de développer des traitements ou soit des médicaments directement qui pourront aller soigner directement les cellules, soit modifier les opérations des cellules, et cela pourra sauver des vies. Alors, parlons des microglies, parlons de la dynamique des microglies. Les microglies, comme je les ai dit, ce sont des cellules immunitaires qui sont résidentes dans le cerveau. Normalement, dans la physiologie du cerveau, il y a ce qu'on appelle la barrière entre le sang et le cerveau. Et cette barrière-là, c'est une barrière sélective. Donc, ça ne permet pas aux maladies souvent de traverser
ou soit des infections au travers des traversées pour entrer dans le cerveau. Mais s'il y a infection dans le cerveau, ce sont les microglies qui sont normalement activées pour aller combattre les infections. Et ça a été prouvé que les microglies répondent aux stimuli neuronaux et immunitaires par une élévation du calcium. Donc, comprendre la dynamique calcique dans le cerveau ou soit dans les microglies pourront nous permettre à découvrir ou soit à connaître la transition entre une neuroinflammation normale et une neuroinflammation chronique. Donc, c'est pourquoi ces travaux se sont spécialisés, comme vous avez vu dans la littérature ici. Ces travaux ont été faits in vivo. Là, vous pouvez voir que je vais mettre un laser. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a une transformation, ou soit il y a une élévation du calcium en temps de maladie au niveau des microglies dans le cerveau. Alors, comment les études se font en ces moments? Comme vous pouvez voir ici, ces études se font, les études de la dynamique calcique, ou soit l'imagerie calcique, c'est fait avec un système de pompes, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des pompes qui sont placées où on met des différents médicaments, des différents médiums. Et là, il y a des cellules qui sont placées et les gens peuvent faire une imagerie. Ce qui est bien avec ça est que si cet microscope ici a une caméra, vous pouvez enregistrer, vous pouvez filmer cette dynamique calcique. Mais le problème avec ça est que, premièrement, ça nécessite beaucoup de réactifs. Et ces réactifs coûtent très cher. À chaque fois que je devais étudier, ou soit je devais faire ça, en tout cas, c'était très coûteux parce que juste une petite quantité, c'est plus de $1000. Juste, vous voyez un peu la quantité que j'utilisais à chaque fois. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur comment modifier ce système et comment le rendre beaucoup plus dans le cerveau. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, quand on ajoute une certaine concentration, de ces produits directement aux cellules, ceci quitte de 0 à 100% au même moment, alors que la dynamique dans le cerveau, soit même la dynamique du corps, pour les gens qui ont fait les drug delivery, comme on vient de le voir ici, où il y a un certain gradient de cette concentration-là qui atteint les cellules. Alors, on devait créer un système qui pourrait faire un peu la même chose. Et c'est pourquoi on a recouru à la microfluide. La méthode qu'on a utilisée ici, c'est la micro et nanofluide. Juste une compréhension de la microfluide est que c'est une manipulation et analyse des volumes à l'échelle micro. Donc, il y a des nanolitres. Pour la technologie que j'ai développée ici, la capacité était de 800 nanolitres des volumes. Et l'avantage est que nous avons une réduction de la consommation des réactifs ou soit des échantillons. Premièrement, les cellules du cerveau sont très chères à obtenir et aussi d'autres cellules que j'ai utilisées sont directement dérivées des humains. Donc, ce sont des cadavres qui ont donné leur corps à la science et je devais récupérer les cellules et garder ces cellules-là en vie. Alors, trouver juste une petite quantité de cellules était très difficile. Alors, je n'avais pas vraiment un très grand échantillon de cellules. À part ça, il y a aussi le faible coût, donc c'est très rapide à développer. On peut facilement créer ce genre de technologies. Et ce qui est plus important est que nous pouvons programmer ce système ici et le rendre automatisé, de telle manière que tout ce que j'ai à faire, c'est d'installer ce système sur un dispositif d'imagerie. Et à part ça, je peux être sur mon ordinateur et contrôler le système en question. Les applications, il y a la diagnostic. Premièrement, il y a la diagnostic sur le point de santé, il y a les réactions à faible coût et aussi il y a la culture cellulaire et consorts. Bon, des systèmes de contrôle à microfluide, il y a plusieurs sortes de systèmes. Ces systèmes ici, comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'on appelle l'électromouillage et en anglais electroweighting.
la manière dont ceci fonctionne est qu'il y a la manipulation des gouttelettes avec un champ électrique. Vous pouvez manipuler ces gouttelettes et mettre juste une seule cellule à l'intérieur de cette gouttelette-là et les manipuler. À part ça, il y a aussi le contrôle des débits acoustiques. Donc, vous pouvez émettre un son et le son peut commencer à bouger ou soit à manipuler cette gouttelette. Et ce que j'ai utilisé dans ces systèmes, ou soit dans mes travaux, c'est l'actionnement pneumatique. Et avec l'actionnement pneumatique, il y a le micro-valves, ou soit des micro-vannes que nous créons. Et ces micro-vannes ici peuvent être contrôlées avec un ordinateur ou soit avec un microcontrôleur. Dans le monde des micro-vannes, les gens qui ont créé des micro-vannes, il y a le lifting gate, il y a un de mes mentors qui a créé ces lifting gates. Ceci offre des avantages parce que nous pouvons créer des pompes à haute efficacité. Donc, nous pouvons pomper des réactifs très rapidement et réduire un peu le temps de l'expérimentation. Donc, quelque chose qui devait prendre 20 minutes, je peux faire ça en peut-être 2 secondes. Alors, c'est là. Mais le problème avec ces genres des vannes, soit ces genres de valves, est qu'on ne peut pas créer des gradients. Comme j'ai dit, le gradient est très important parce que quand nous livrons les traitements à la cellule, cela doit se faire en forme de gradient. Alors, il y a un autre type de vannes qui a été créé par Quick, c'est un professeur à Stanford. Quand ils ont créé ça, ceci offre maintenant l'avantage qu'on peut créer un gradient avec ça, mais ça a un problème d'efficacité en termes de pompe, le pompage. C'est pourquoi j'ai créé ce système ici, la combinaison de ces deux. Premièrement, je peux faire le changement de liquide très rapidement. Donc, je peux manipuler des liquides très rapidement. Et au même moment, je peux aussi créer le gradient dans le même système et délivrer un certain traitement aux cellules et commencer à surveiller leur interaction, soit leur réaction. Voici le système en question que j'ai appelé le Calcium Monitoring Microtonal Analysis System, ou CAM Microtas. Le CAM Microtas, comme vous le voyez ici, dans cette chambre ici en orange, c'est là où je mets des cytokines ou soit des traitements ou soit le médicament que je compte envoyer au cerveau. Et de l'autre côté, j'ai fait une culture des cellules du cerveau. Donc, l'idée, c'est neuroinflammation on a chip. Donc, c'est une puce pour recréer un peu le scénario de la neuroinflammation. Alors, et c'est là la manière dont ça marche, c'est que je peux ouvrir cette vanne, et dès que j'ouvre la vanne, il y a un certain gradient qui se crée, et puis il y a une livraison de ces traitements directement aux cellules, et je peux les observer à l'aide d'un microscope. Voilà le système en question. Comme vous le voyez, je contrôle tout avec mon ordinateur. J'ai créé un microcontrôleur pour ça. Et là, je connecte le système et puis je peux faire des analyses plus tard et regarder un peu comment livrer ces traitements. Et je vais jouer une vidéo très rapidement, comme vous pouvez voir ici. Alors, vous voyez ces pompes. Au-dessus, là, j'ai en orange et en vert. La partie verte, c'est là où se trouvent les cellules. Et puis la partie orange, c'est ça le traitement. Et comme vous pouvez voir juste ici, il y a un gradient qui se crée. Et ce gradient permet la livraison de ces médicaments à l'intérieur ou soit directement chez les cellules. Et je peux faire ça plusieurs fois. Donc, je peux laver encore le médicament et refaire la même expérimentation plusieurs fois. Donc, c'est un système qui est efficace dans ce sens-là parce que je peux tester plusieurs médicaments et puis je peux voir aussi l'effet de plusieurs toxines directement vers le cerveau. Comme dans ces travaux, j'ai créé ce que j'appelle, c'est comme une sauce inflammatoire, hein, comme une soupe inflammatoire, où j'ai mélangé plusieurs molécules pro-inflammatoires et puis je les ai livrées vers les cellules pour essayer un peu de voir que lorsqu'on a une inflammation dans le corps, comment les cellules du cerveau réagissent à cette inflammation-là. Et COVID étant une maladie inflammatoire, une maladie infectieuse aussi.
Voilà la vidéo des cellules en vert, sont des cellules. Alors, je vais jouer la vidéo. Ce que je veux que vous puissiez observer, c'est la dynamique de l'activation de ces cellules. Ces cellules seront activées. Au-dessus, ici, c'est la source, là d'où le médicament vient. Et vers le bas, c'est là où la distribution de ces cellules. Alors, comme vous pouvez le voir, certaines choses qu'on a pu prouver dans ces travaux est que, premièrement, il y a une dépendance, ou soit il y a une corrélation entre l'espace et l'activation des cellules. Et à part ça, parmi les cellules, par exemple, il y a certaines cellules qui, par réaction à cette soupe inflammatoire, il y a ces cellules comme celle-là qui continuent à s'activer, ou soit plusieurs activations au même moment. Et cela peut démontrer pourquoi, par exemple, quelqu'un qui peut avoir une maladie comme COVID peut avoir des problèmes dans le cerveau parce qu'il y a cette inflammation-là qui est continue. Et en termes de résultats, comme vous pouvez le voir ici, le système existant, donc le système de perfusion qui existe, délivre une concentration de 0 à 100 au même moment. Notre système crée un gradient pour livrer ces traitements. Et comme vous pouvez le voir dans ces systèmes ici, le système qui est existant, est que toutes les cellules s'activent au même moment. Mais le système que nous avons créé crée un décalage dans l'activation selon l'emplacement de la cellule. Comme on peut le voir, cellule numéro 1 s'active avant cellule numéro 5. Par rapport à cet autre système ici, toutes les cellules s'activent au même moment. Et avec ça, vous pouvez voir la corrélation par l'allocation de la cellule. Vous pouvez voir que pour les systèmes, le cas microtas, vous pouvez voir qu'il y a une certaine corrélation entre l'allocation et le temps d'activation de la cellule. Et de l'autre côté, pour les systèmes de perfusion, vous pouvez voir qu'il n'y a pas cette corrélation-là. Alors, ce qu'on peut en découler est que ce qu'on a pu prouver dans ces travaux est que une cellule, par exemple, s'il y a une maladie de ce côté du cerveau, soit à gauche, ce sont les cellules qui sont plus proches qui s'activent premièrement et cela continue autour du cerveau. Et ce qu'on a pu observer est que, dépendant de là où, soit l'emplacement de ces fonctionnalités, parce que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle plusieurs pathways. Donc, il y a des directions où les médicaments doivent être délivrés, ou soit où une certaine maladie s'active. Et ça dépendra maintenant de là où, de cette location, de cette position-là. Dépendant de la position, les cellules s'activent et cela peut résulter à des difficultés à sentir ou soit à écouter ou soit même à goûter. Et bon, il y a quelques limites sur ces systèmes ici. Il y a une pompe qui est très forte. Alors, il y a un travail que je viens de déposer qui règle. J'ai introduit un condensateur mécanique dans ce même système-là. Les travaux seront publiés très bientôt. À cela, il y a un appel à des innovateurs. Comme on l'a dit, on a lancé le centre de recherche interdisciplinaire des pays des Grands Lacs en Afrique, qui est basé à Kinshasa. Alors, si vous êtes intéressé, vous êtes chercheur et que vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, même le droit, la politique, nous sommes en train d'ouvrir un cadre. Comme vous pouvez le voir, il y a un livre que nous venons à peine de publier juste il y a 2 mois. Donc, ce livre est disponible sur Amazon. Il y a des travaux que nous essayons de faire à Kinshasa. Donc, nous essayons de créer un centre où nous serons en train de travailler et répondre un peu aux problèmes locaux et les problèmes de nos communautés. Donc, si vous êtes curieux, si vous êtes scientifique, si vous êtes chercheur, en tout cas, veuillez nous joindre. Et pour conclure, pour finir, nous organisons au mois d'avril l'année prochaine le Kinshasa Science Symposium, ou soit KISS, où les gens vont présenter leurs travaux comme nous le faisons ici, donc présentation orale et des posters, et nous pourrons donner des prix. Donc, il y a des gens qui vont gagner des prix monétaires
ou des prix financiers dans cette compétition. Donc, prenez les screenshots de ceci si vous pouvez le faire et présenter vos travaux. Et à cela, je remercie les gens qui ont contribué à ces travaux et le NIH qui a financé, le NIH et NSF aux États-Unis qui ont payé pour mes travaux des doctorats. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Waouh! En tout cas, c'était très bien. On a vu comment votre technologie permet de voir l'effet de certaines pathologies et médicaments sur le cerveau. Vraiment, well done. Notre last but not least, comme les anglophones le disent, dernier mais pas le moins des orateurs, c'est Monsieur Arnold. Vous pouvez déjà partager votre écran. Les autres orateurs, s'il vous plaît, répondez déjà aux questions dans le chat. Comme ça, on gagne en temps. Monsieur Arnold, qui est basé à Bukavu, il est directeur euh, de la réserve naturelle d'Itchui, Niamusisi. Il est spécialiste en socio-économie des ressources naturelles et développement à l'Université catholique de Bukavu. Il est enseignant et chercheur dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Il est aussi chercheur au Centre d'expertise en gestion minière, CGMI UCB. Il est consultant aussi et il est en train de faire son doctorat en socio-économie et planification du développement à l'ISEDER Bukavu. Vous avez aussi 15 minutes comme les autres et vous avez la parole. Vous pouvez mettre le mode diapo, euh, plein écran. Oui, en bas. Le mode plein écran, comme ça on va voir. On va bien visualiser vos diapos. Oh, merci beaucoup, madame, pour la parole. OK, c'est fait. Merci. OK, notre travail de recherche porte sur la restauration et gestion communautaire de la réserve forestière de Niamusisi pour le développement durable dans l'île d'Idjwi. Comme vous le voyez ici, l'île d'Idjwi est située au milieu du lac Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme spécificité, c'est la plus grande île de la République démocratique du Congo et la deuxième grande île au niveau de l'Afrique, donc des zones intercontinentales. Et avec un enjeu international important, en ce sens qu'il se situe dans un lac contenant la première réserve mondiale en gaz méthane. Donc, ça fait de lui un enjeu important. Aussi, le contexte structurel, donc les enjeux structurels, les problèmes structurels et conjoncturels. Alors, au centre de l'île d'Idjwi, nous avons la réserve naturelle d'Idjwi, qui est à cheval de deux chefferies, la chefferie Ntambuka et la chefferie Rubenga. C'est une réserve qui a été classée en 1952 et avec approximativement 5000 hectares. Donc, c'était l'équivalent de 16,6% de la superficie de toute l'île. Et à cette époque, la population était de 7000 habitants. Et aujourd'hui, nous avons 360 000 habitants avec les taux de croissance démographique les plus élevés en République démocratique du Congo. Alors, le problème, c'est lequel? Le problème est que la réserve a disparu et toutes les terres ont été spoliées. Aujourd'hui, la réserve abrite 10 villages contenant plus de 20 000 habitants, lesquels habitants y vivent avec leurs infrastructures sociales de base, les routes, les marchés et les écoles aussi et les églises. Pourtant, toute la biodiversité qu'elle regorgeait a disparu, donc il n'y a plus rien. Et il restait seulement une dernière trace des singes bleus de Scouden, endémique et rare, selon les études actuelles dans le monde. Rare, pourquoi? Parce que ça existe à Idjwi depuis plus de 20 000 ans, avant la formation du lac Kivu, et que cette réserve se communiquait directement avec les parcs de Virunga,
les parcs aussi de Kahuzi-Biega et le parc de Nyungwe au niveau du Rwanda. Le fait qu'il y ait une formation du lac Kivu, donc un lac donc, qui n'est pas d'effondrement, s'il faut le dire ainsi, a séparé donc cette sous-espèce des autres zones donc conservées. C'est ainsi que ça a développé un peu de spécificité qui les rend uniques. Et maintenant, ça vivait dans des roches de moins d'1 hectare sous des menaces anthropiques énormes. Alors, on voit qu'avec la disparition de la réserve, il y a eu quelques problèmes majeurs, non seulement sur l'île d'Idjwi, parce que cette réserve d'Idjwi constituait donc une communication écologique entre donc dans la région entière. Et du coup, sa disparition a perturbé, donc, on voit des problèmes de changement climatique, on voit d'énormes défis environnementaux et socio-économiques sur l'île d'Idjwi et dans ses environs. Qu'est-ce qui nous a poussé à mener cette étude? D'abord, on s'est demandé une réserve de l'État classée. Donc, c'est du domaine public de l'État, inaliénable et imprescriptible. Comment se fait-il que cette réserve a disparu? Et maintenant, doit-elle être déclassée comme ça ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été créée? Ou il y a un arrangement qui peut être trouvé entre l'État et les communautés pour une cohabitation, une socialisation de ces terres dégradées, pour essayer de voir si on peut les sauver, pour inscrire l'île d'Idjwi aussi dans les enjeux internationaux de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, et aussi pour favoriser la résilience environnementale et écologique. Avec tous ces questionnements, on est même arrivé à se poser la question, est-ce que l'État ne peut pas utiliser ses manœuvres, son instrument juridique pour expulser de fait la population qui a spolié ces terres? Et tout ça nous a conduit quand même à des hypothèses de départ pour dire que selon la loi en vigueur, l'État doit appliquer l'acte de classement qui n'est pas jusque-là déclassé. Donc expulser tout le monde et amener toutes ces personnes en justice pour avoir détruit le patrimoine de l'État. Il faut aussi délocaliser toutes ces communautés, il faut aussi des poursuites judiciaires contre toutes ces personnes. À fond, l'objectif était de restaurer ces forêts domaniales dites pour conserver la biodiversité, lutter contre les changements climatiques et contribuer à l'atteinte aussi des objectifs de développement durable qu'a développé les États-Unis, donc les Nations Unies pour l'horizon 2030. Et les objectifs spécifiques sont là. Donc, comment nous allons procéder? Il faut d'abord connaître où sont les limites, parce qu'on a déterré toutes les limites, toutes les traces. Et maintenant, il faut savoir où était l'ancienne forêt de Nyamusis. Donc, il faut une cartographie participative. Il faut diagnostiquer la dégradation et les usages actuels faits. Et il faut aussi étudier les aspects juridiques des classements. Dans quel contexte cette terre a été classée et quels sont les différents instruments qui ont été la trajectoire des classements. Est-ce qu'il y avait des études préalables? Est-ce qu'il y avait des consentements? Quelle était la réglementation à l'époque? Est-ce que ça correspond à ce qu'elle est aujourd'hui et quelles interprétations harmonieuses on peut arriver à faire? Aussi, il faut voir les perceptions communautaires. Que pensent, quelles sont les perceptions que se font les communautés sur cette réserve, défunte réserve. Il faut aussi, cela nous a poussé à envisager qu'on peut faire un plan simplifié de restauration paysagère où on ne chasse pas les communautés, mais si on voit comment les communautés, on peut créer une mosaïque avec plusieurs usages dans la même zone. Il faut aussi aller aussi avoir une zone où on peut conserver prioritairement et strictement la biodiversité, ce qui serait donc traduite en la création d'une réserve communautaire. Donc, et là, comment on peut formaliser cela, comment on peut faire les démarches avec les autorités, les communautés, les conscientiser et puis obtenir les différents documents légaux. Notre méthodologie a été donc axée sur la recherche, action participative et nous avons fait différentes documentations donc
et nous avons fait un état des lieux dans la réserve et qui a été renforcé par des données qualitatives avec 100 interviews, des données quantitatives aussi avec des enquêtes de terrain. Il y a aussi une cartographie participative qui a été faite avec des communautés. Nous avons prélevé des images photographiques et en plus, nous avons fait une télédétection et grâce à cela, nous avons pu faire le traitement des images satellitaires de type Landsat et aussi nous avons appliqué, bien que ça nous a pris beaucoup de temps, à analyser la grille de développement durable pour voir comment les objectifs de conservation peuvent s'enrimer avec les dispositions, les composantes donc des objectifs de développement durable. Et pour compiler, analyser les données, nous avons recouru à quelques outils donc comme ArcGIS, RStudio, XLStata et nous avons aussi appliqué une analyse des contenus. Donc, voilà les résultats. Nous sommes d'abord partis à voir comment la trajectoire de la dégradation, comment la réserve est arrivée à être dégradée. Donc, de la période de classement jusqu'à l'état actuel, comment la réserve a disparu. Donc, avec les différentes étapes, il y a des images ici. On voit ce qui est inquiétant est que la littérature existante tentait à attribuer la disparition de cette réserve à l'arrivée des réfugiés rwandais. Pourtant, on voit que les Rwandais sont arrivés en 1990, donc il y a eu deux phases au moins. Il y a eu la phase 1980 qui a entraîné une grande famine dans la région des Grands Lacs. Il y avait beaucoup d'immigrés affamés, donc, et une sécheresse prononcée sur l'île d'Idjou. Et là, on a fait une première migration de la population d'Idjou vers Bunyakiri pour aller s'installer là avec Père Lacoste. Mais on voit déjà qu'en 1990, avant la guerre des réfugiés, il y a déjà plus de la moitié de la réserve qui avait déjà disparu. C'est là avec des traces de documentaires, de textes collectés, de lettres. On voit que déjà en 61, il y a eu première attribution d'accès officiel de l'administration officielle autorisant à un notable d'occuper sa 50 hectares dans les terres de la réserve. Donc ça a été la première attaque qui a été formée par l'État lui-même. Alors, on voit aussi la trajectoire, comment donc les forêts, donc ici en vert, en bleu, presque bleu-vert, et ici aussi en vert et en gris. Donc, on voit qu'il y a les forêts qui disparaissent et qui laissent place déjà à l'agriculture et à des savanes dégradées et qui aussi à des habitations humaines en gris. Alors, quelles pouvaient être les causes associées à cette disparition de cette réserve? On a trouvé plusieurs causes, notamment agriculture sur les brûlis, l'élevage, la forte exploitation forestière illégale, bien sûr, la production de charbon de bois. Il y a eu la spoliation des terres qui a été suivie par l'installation des infrastructures socio-économiques. Il y a eu aussi plusieurs activités commerciales dans la réserve même et accès aussi sur les ressources fauniques et floristiques. Il y a eu aussi les réfugiés rwandais, avec 30 000 réfugiés qui se sont implantés sur l'île. Il y a eu une efficacité aussi de l'État, donc des institutions. Il y a explosion démographique avec plusieurs défis structurels et conjoncturels qui sont associés, beaucoup de conflits fonciers, la pauvreté et l'absence des alternatives économiques. Il y a eu aussi une certaine confusion sur qui est le propriétaire de la réserve. Cela n'est pas resté neutre. Il y a eu plusieurs conséquences qui s'en sont déroulées. Il y a la dégradation prononcée du sol, il y a des forêts, des marins, il y a les vagues et courants marins occasionnant beaucoup de noyades qui sont devenues monnaie courante à Idjou. Et donc, il y a des chaleurs et globalement changement climatique avec des coûts énormes de prise en charge des dégâts. Donc, chaque avril, il y a des arbres qui s'écroulent et des maisons sont emportées par des ouragans et beaucoup de dégâts énormes dont la prise en charge demande
des coûts, des moyens financiers constants, donc importants. Il y a aussi l'exode rural. Les gens ne savent plus résister face à la famine et ils se dirigent en ville pour chercher des petits travaux manuels et qu'ils ne trouvent pas. Donc, ils vivent dans la précarité. Et beaucoup d'autres problèmes écologiques et aussi la difficulté de trouver des alternatives économiques et des maladies qui s'ensuivent, des pauvretés, la pauvreté, des inégalités. Avec tous ces problèmes ici maintenant bien cernés, on se demande alors comment il faut arriver à restaurer. Et là, on se situe entre les approches scientifiques, donc là, on associe aussi réglementaire, et ce que pensent les communautés. On trouve qu'il y a déjà quand même sur terrain et qui ne devait pas être dans la réserve de l'État. On a demandé pourquoi vous êtes ici, comment vous êtes ici, quel a été le mode d'accès à ces terres. Certains ont acheté, d'autres ont hérité et d'autres ont reçu des dons et autres pouvaient seulement aller occuper. Donc c'était comme une tragédie des biens communs. Il n'y avait plus une institution qui gère, c'était ouvert, donc les gens allaient en fonction qu'il occupe, il brûle, il défriche et puis il occupe, ça devient pour lui d'office. Et il y a aussi l'autorisation de l'État, tel que je l'ai signalé. Quel était le document qui le donne droit selon et à être là-bas? Sachant qu'aucun document ne peut donner droit d'être là, pas même les cadastres modernes, sans que l'acte de classement ne soit abrogé. Mais quand même, on a qui a découragé, qui ont quelques documents, des actes d'achat, donc il achète, il a spolié, il vend à quelqu'un d'autre. Ils ont aussi des certificats cadastraux modernes, donc l'État aussi est toujours complice successivement dans le processus de disparition. Il y a aussi les documents coutumiers de Kalinzi, dont l'ampleur est si importante. Il y a aussi l'héritage pur et simple, donc quelqu'un est là parce que son père le lui a légué comme héritage. Il y a aussi donc des sans-papiers et beaucoup d'autres éléments ici présentés. Pourquoi ils continuent de vivre là-bas? Donc, on a trouvé que c'est unique source de vie pour eux. Ils n'ont plus où aller, ils n'ont pas de terre ailleurs. Ils ont réalisé beaucoup d'investissements là-bas et puis ils y sont parce qu'ils ont fui des conflits, ils ne veulent plus aller là où il y avait des conflits. Ils ne veulent pas perdre leurs ressources et aussi les tombes de leurs ancêtres qui est leur mémoire sont déjà là, ils ne peuvent pas les laisser, ils continueront toujours de les garder. Et voilà leur patrimoine traditionnel et leurs ancêtres les ont légués, tous ils ne peuvent pas quitter. Il y a d'autres qui disent non, moi je veux seulement être ici, c'est tout. Bon, ils ont quand même, malgré la dégradation prononcée, font quand même quelques activités encore là-bas, notamment les champs et les sources d'alimentation des différents usages qu'ils font. Ils ont des établissements sociaux de base. Ils ont pour rechercher des revenus à travers donc soit l'agriculture, la chasse, la pêche. Ils ont la médecine traditionnelle, ainsi de suite, et pour des objets artisanaux. Avec ça, maintenant, on s'est posé la question, avec cet attachement prononcé donc, et renforcé par différentes perceptions qui se fondent, on se demande quel peut être le devenir de la réserve. Qu'est-ce qu'ils pensent? En amont, il faut appliquer la loi. Parce que c'est ça ce qui est légal, ils sont là illégalement, ils doivent quitter. Et ils doivent être sanctionnés pour avoir détruit. Mais quelle est leur perception? Qu'est-ce qu'eux veulent que soit le devenir de la réserve? La première chose qu'ils demandent est que l'acte soit déclassé et que la forêt donc ne soit plus une forêt du domaine public et qu'on laisse au chef coutumier de distribuer ces terres à des populations sans terre et qui traversent des conditions extrêmes et qu'on crée une partie de cette ancienne réserve en une forêt communautaire qui soit gérée par les DZTD qui comptent l'île. Alors, comment tout ce processus de création de réserves communautaires peut s'inscrire maintenant dans les enjeux du développement durable, donc valorisant aussi les études. Et il faut le signaler que le développement durable lui-même est conçu au sommet en tant qu'un slogan, donc il ne s'est pas décliné pour saisir le local,
Et nous avons été intéressés à localiser les objectifs du développement durable et pas dans n'importe quel contexte, mais dans un contexte fragile d'insularité. Après les analyses, nous avons quand même trouvé qu'une réserve naturelle communautaire peut toujours répondre aux objectifs du développement durable en ces dimensions donc que sont améliorer le niveau de gouvernance sur l'île, le bien-être social, l'écologie, la préservation de l'environnement, ainsi de suite, la création des ressources et des revenus et d'autres recettes économiques, activités économiques, de la mémoire des ancêtres, donc la culture, préserver le patrimoine culturel, et les conditions aussi éthiques axées sur donc, les mythes et tout ce qui est traditionnel qui permet de garder donc, les valeurs humaines, mais qui trouvent l'enracinement dans l'environnement, comme les animaux totems qui disparaissent, et tout ça, ça peut toujours faire du bien. Voilà, nous avons réalisé un plan simplifié pour voir à travers les différentes prospections qu'on a fait dans les sites, ou quel usage peut être fait dans chaque zone. Et voilà, on présente quand même les usages actuels, les contextes actuels, si on veut vraiment qu'il y ait une réserve, comment on peut répartir les différentes zones sans que l'une n'exclue l'autre et qu'il y ait vraiment bien-être partout et que la réserve continue d'exister en quelque manière. Et voilà, nous avons fait des démarches au niveau de sensibiliser les autorités coutumières et la communauté. Ils ont bien compris après plusieurs années, 2 ans. Et puis, avec eux, on a fait des démarches auprès de l'autorité provinciale, des gouverneurs, et puis on a obtenu l'arrêté. Et avec l'arrêté, nous avons obtenu quelques appuis, donc la GIZ est venue et d'autres, le Primate Expertise et d'autres organisations qui sont venues appuyer nos activités et lesquelles activités sont dans les plans opérationnels. Donc, nous avons un plan opérationnel qui retrace et nous encourageons toujours d'autres organisations à venir. Quels sont les défis, donc, en termes de recommandations ou des ouvertures qui restent un peu pendantes et qu'il faut explorer soit scientifiquement, soit techniquement? Il faut quand même une certaine éducation environnementale et vulgarisation des lois à différents endroits. Et voilà, il faut réviser aussi l'acte initial des classements. Et cela n'est possible qu'en réfléchissant officiellement sur l'élaboration d'un plan simple de gestion par lequel l'État reconnaît officiellement les usages. Il ne sait plus chasser les gens, mais ils restent là, mais ils seront soumis à différentes mesures écologiques, environnementales. Il faut aussi accompagner la réserve qui commence, la réserve naturelle d'Idjwi, Niamusisi, qui est comme un épicentre de restauration à travers lequel on peut progressivement sensibiliser, gagner, récupérer progressivement de l'espace. Il faut aussi penser aux alternatives économiques pour les communautés qui dépendent des terres ou qui continuent d'exercer les activités dans cette nouvelle réserve qui a déjà un statut. Donc, mais les gens n'ont plus comment vivre sans y accéder. Et c'est un combat que nous faisons chaque jour, comment on peut trouver des alternatives. Il faut aussi mobiliser des financements publics et des organisations et des financements ici des organisations nationales et internationales. Et il y a aussi un défi, celui de connaître réellement les richesses écologiques, non seulement sur l'île d'Idjwi, mais aussi dans la réserve. Donc, il faut des études, des monitoring, des inventaires, essayer de comprendre si réellement quels enjeux climatiques se jouent pour actuellement entre la communication des 3 aires protégées précitées. C'est à ce titre que je remercie sincèrement l'Académie des jeunes pour la science. Je remercie la GIZ. Je remercie aussi l'IOB à travers IC Connect, donc Devlir qui a appuyé donc la rédaction de cette recherche, à tous les partenaires qu'on ne sait pas citer ici qui nous soutiennent ou qui promettent d'accompagner la réserve naturelle d'Idjwi. Nous disons sincèrement merci à vous tous et à tous les participants. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour cette brillante présentation et ce travail vraiment de dur labeur que vous faites sur place pour protéger la réserve naturelle. Vraiment, bravo pour ce travail. Vraiment,
Je sais que c'est pas facile pour vous sur place, mais vous êtes en train vraiment de récolter des fonds pour protéger cette réserve naturelle. En tout cas, coup de chapeau. Et à tous les orateurs, vraiment, vous devez être fiers de vous, comme je viens de l'écrire. Vraiment, vous avez tous fait des travaux très pertinents et vraiment, vous faites la science pour la société. Et ça, vraiment, c'est très enrichissant et vraiment merci beaucoup. Continuez à faire rayonner la science. La SJ sera là pour vous encourager, pour vous montrer au monde, hein. En tout cas, nous sommes là pour accompagner les jeunes. Et donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions parce que les orateurs ont déjà répondu dans le chat. Peut-être on a droit à 2 questions avant de clôturer. Et merci à tous les participants. Vous êtes restés pendant 2 heures, en tout cas. Merci pour encourager les jeunes chercheurs qui encore font des travaux vraiment, vraiment excellents. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Dans le chat. Et je pense que tout le monde a bien compris, on a bien assimilé le webinaire. Donc, on va faire notre photo de la fin. À la fin, on met souvent que tout le monde doit euh, mettre sa vidéo. Donc, on doit vous voir son écran. Et donc, on vous souhaite aussi déjà hein, de bonnes fêtes. Je pense que ça, c'est la dernière semaine pour les enfants à l'école. Donc, voici la fin de l'année. Profitez massivement de ce moment. Prenez un time off. Les doctorants, les doctorantes, ceux qui font le master, nous savons que c'est pas facile. Vous devez toujours aller au labo, mais prenez aussi un moment vraiment pour maximiser les énergies pour la nouvelle année. Qui prend la photo? C'est Hervé, notre expert. Qui prend Non, la... je suis avec le téléphone, c'est impossible pour moi, merci. C'est impossible, ok. J'attends que tout le monde mette sur son écran sa photo. On va prendre la photo. On voit vraiment ok, je vais essayer de prendre. Je ne sais pas si je prends tout le monde, mais bon. 1, 2, 3. Ok, il y a d'autres qui n'ont pas activé. Activez vos écrans, comme ça on va prendre la photo de la fin. C'est le dernier webinaire de l'année, donc on vous souhaite vraiment joyeux Noël déjà, bonne année 2026 et vraiment après avoir fait le rapport de l'année et de bonnes forces, une nouvelle énergie pour la nouvelle année. Donc je prends la photo maintenant. 1, 2, go. 1, 2, go. Ok, bye bye. Bonne soirée et bon week-end. Bonne fête, bonne fête de fin d'année. Bye bye. Merci.